L'horloge du micro-ondes affichait 23h47 quand j'ai commencé à m'inquiéter. Les réunions du club de lecture de Sophie se terminaient généralement vers 21h, 22h au plus tard. J'avais déjà appelé 2 fois, tombant directement sur la messagerie. Les pâtes que j'avais préparées pour le dîner reposaient, froides et figées, dans la casserole. Un triste rappel de la soirée romantique que j'avais prévue. Nous étions mariés depuis 6 ans. 6 ans de ce que je croyais être une relation solide et honnête, fondée sur la confiance et la communication. Sophie était cadre en marketing dans une start-up technologique en pleine croissance et son travail exigeait de longues heures. Je le comprenais. J'avais toujours été d'un grand soutien, même quand cela impliquait de dîner seul ou d'annuler nos projets du week-end à cause de ses urgences professionnelles. Mais ce soir-là, c'était différent. Quelque chose dans mon ventre s'est tordu sous l'effet d'une angoisse inhabituelle. J'ai essayé de me distraire avec la télévision, mais rien ne retenait mon attention. Mes yeux dérivaient sans cesse vers mon téléphone, espérant qu'il s'allume en affichant son nom. À minuit, j'ai appelé sa meilleure amie, Camille, qui était censée organiser ses réunions du club de lecture. « Salut, Camille. Désolé d'appeler si tard. Est-ce que Sophie est toujours là ?» Il y a eu un silence. Un silence trop long. « Sophie ? » Non, elle est partie vers 20h30. Elle a dit qu'elle rentrait directement à la maison. Tout va bien ? Mon sang n'a fait qu'un tour. Oui. Oui. Elle s'est probablement arrêtée faire une course ou quelque chose comme ça. Merci. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai ouvert notre application bancaire commune. Aucune transaction récente. J'ai vérifié notre partage de localisation sur l'application localisée, quelque chose que nous avions configuré il y a des années par sécurité, mais son téléphone apparaissait hors ligne. Les heures se sont écoulées avec une lenteur insoutenable. J'ai fait les 100 pas dans notre salon, creusant un sillon dans le tapis entre le canapé et la fenêtre. Chaque paire de phares qui passait faisait s'emballer mon pouls, pour retomber aussitôt lorsque la voiture dépassait notre maison. À 2h14, mon téléphone a enfin vibré. Un texto de Sophie. Ne t'inquiète pas, je reste chez des amis. J'ai bu trop de vin. Je ne voulais pas conduire. À demain. Je t'aime. Le soulagement aurait dû m'envahir. Au lieu de cela, c'est de l'eau glacée qui a rempli mes veines. Quelque chose n'allait pas. Sophie ne parlait jamais de nos amis de cette manière générique. Elle utilisait toujours des prénoms. Elle restait, chez Camille, ou, s'incrustait chez sa mère, jamais juste, chez des amis. Et le message semblait étrange, trop formel, trop distant. Le « je t'aime » à la fin ressemblait à une pensée de dernière minute. Une case cochée pour maintenir une illusion de normalité. J'ai fixé le message pendant un long moment, le relisant encore et encore, essayant de me convaincre que j'étais paranoïaque. Mais je n'arrivais pas à me défaire de cette sensation. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Quelque chose qui, à la lumière du jour, aurait été qualifié d'atteinte à la vie privée et de trahison de la confiance. J'ai ouvert les métadonnées de la dernière photo qu'elle m'avait envoyée plus tôt dans la journée, un selfie qu'elle avait pris au déjeuner. Je ne l'avais pas effacé. Grâce à une application que j'utilisais pour la photographie professionnelle, j'ai vérifié si son texto contenait des données de localisation. Les téléphones modernes suppriment souvent cette information, mais parfois, les sauvegardes automatiques la conservent. Mon sang s'est glacé quand je l'ai vu. Le texto ne provenait pas du quartier résidentiel de Camille. Il ne provenait d'aucune des maisons de ses amis. Les données de sauvegarde montraient qu'il avait été envoyé depuis l'hôtel Bellevue en centre-ville, un hôtel boutique haut de gamme réputé pour sa discrétion et ses suites luxueuses. Je suis resté assis dans l'obscurité de notre salon, le téléphone tremblant entre mes mains. Ma femme n'était pas chez des amis. Elle était dans un hôtel à 2h du matin. En train de m'envoyer des mensonges rassurants alors qu'elle était Dieu sait où, faisant Dieu sait quoi. L'homme que j'étais une heure plus tôt l'aurait appelé immédiatement. Il aurait conduit jusqu'à cet hôtel et exigé des explications. Il aurait laissé l'émotion prendre le pas sur tout le reste. Mais quelque chose a changé en moi à ce moment-là. Une lucidité froide et calculatrice s'est installée au-dessus de mon choc et de ma douleur. Si Sophie faisait ce que je soupçonnais, alors il me fallait des preuves. J'avais besoin de connaître toute la vérité avant d'agir. La confronter maintenant ne lui donnerait que le temps d'inventer des mensonges, de brouiller les pistes. Alors,
Au lieu d'appeler, au lieu de conduire jusqu'à l'hôtel Bellevue, je suis resté assis dans le noir et j'ai commencé à planifier. Si ma femme me trahissait, elle allait apprendre que je n'étais pas l'imbécile passif et confiant qu'elle croyait visiblement que j'étais. La vengeance ne serait pas brûlante et immédiate. Elle serait froide, calculée et absolument dévastatrice. Le soleil s'est levé sur ce qui aurait dû être un samedi de panique et de confrontation. Au lieu de cela, j'étais calme, étrangement calme. J'avais passé les dernières heures sombres de la nuit à faire des recherches, à planifier et à poser les jalons de ce qui allait suivre. Sophie est arrivée à la maison à 9h37. Elle avait l'air parfaitement soignée, à l'exception de son mascara légèrement coulé. Elle portait son sac à main et la même tenue que la veille. La robe bleu marine dont elle m'avait dit qu'elle faisait professionnelle pour son club de lecture. « Salut mon cœur », a-t-elle dit en entrant d'un pas léger dans la cuisine où j'étais assis avec mon café. Elle a embrassé mon front comme si de rien n'était. Désolé pour hier soir. On s'est un peu trop laissé aller sur le vin et Camille a insisté pour que je reste. Mon téléphone n'avait plus de batterie et je n'avais pas mon chargeur. Chaque mot était un mensonge, prononcé avec une aisance habituelle. Je me suis demandé combien de fois elle avait déjà fait ça. Aucun problème, ai-je dit d'une voix assurée. Je suis juste content que tu sois saine et sauve. J'étais inquiet quand tu n'es pas rentré. Elle a souri, soulagée. Tu es si adorable. Je vais sauter dans la douche. On pourrait peut-être aller bruncher. Ça me paraît parfait. Dès que j'ai entendu l'eau couler, j'ai agi rapidement. Son sac à main était posé sur le comptoir. À l'intérieur, son téléphone affichait 47% de batterie, il n'était pas du tout éteint. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'y ai connecté son téléphone à l'aide d'un câble que j'avais acheté spécialement à cet effet. Pendant mes recherches au petit matin, j'avais passé 3 heures à me renseigner sur la récupération de données et le clonage de téléphones. Il existait des logiciels légaux conçus pour les parents surveillant leurs enfants ou pour sauvegarder les données d'un téléphone. En quelques minutes, j'avais installé un logiciel de surveillance qui synchroniserait ses messages, ses données de localisation, et me donnerait même accès à ses photos et appels, le tout à son insu. J'avais l'impression de violer son intimité. C'était une violation, mais sa trahison l'était tout autant. Pendant que son téléphone se synchronisait, j'ai photographié la carte d'hôtel que j'avais trouvée dissimulée dans le compartiment secret de son portefeuille, chambre 847 à l'hôtel Bellevue. J'ai aussi trouvé un reçu de la nuit dernière. 2 coupes de champagne et une commande au service d'étage. Côte de bœuf pour 2. Facturé sur la chambre, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait payé. L'eau s'est arrêtée. J'ai rapidement tout remis en place et je suis retourné à la table de la cuisine avec mon café. Le cœur battant, mais le visage neutre. Le brunch a été une torture. Nous sommes allés à notre café préféré, celui où je l'avais demandé en mariage 4 ans plus tôt. Elle a parlé de son club de lecture et de la façon dont elles avaient lu un roman sur une femme qui se réinventait. L'ironie ne m'a pas échappé. Nous devrions prévoir un voyage, a-t-elle dit en tendant le bras par-dessus la table pour me prendre la main. Peut-être ce complexe hôtelier sur la plage dont nous avions parlé. J'ai été tellement stressé par le travail. Nous avons besoin de passer du bon temps ensemble. J'ai serré sa main et j'ai souri. Ça a l'air génial. Faisons ça. À l'intérieur, je hurlais. Comment pouvait-elle s'asseoir là, me tenir la main et planifier notre avenir tout en continuant cette sordide histoire? Au cours des 3 jours suivants, je suis entré dans une routine soigneusement élaborée. Je suis allé travailler au cabinet d'architecture comme d'habitude, je suis rentré, j'ai préparé le dîner, j'ai regardé la télé avec Sophie, je lui ai fait l'amour le mardi soir, tout cela en sachant ce que je savais. Et chaque nuit, après qu'elle se soit endormie, je m'asseyais dans mon bureau et je regardais les données affluer. Le logiciel de surveillance a été une révélation. J'ai observé ces conversations par texto en temps réel. Il y avait un contact enregistré sous le nom de « Marc Client », mais les messages n'avaient rien de professionnel. J'ai hâte de te voir jeudi. Même endroit. Mon Dieu, hier c'était incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi. Il ne se doute de rien. On est prudent. Chaque message était un coup de poignard. Marc. Son nom était Marc. J'ai fait une recherche d'image inversée sur sa photo de profil à partir d'une photo partagée que j'avais trouvée. Marc Beaumont, vice-président senior dans une société de capital risque, marié, 2 enfants,
une vie parfaite documentée sur les réseaux sociaux tout comme la nôtre. Mais la preuve la plus accablante provenait de son historique de localisation. Chaque mardi et jeudi au cours des 3 derniers mois, son téléphone avait borné à l'hôtel Bellevue entre 19h et minuit. Les soirs même où elle affirmait avoir des réunions tardives ou des dîners avec des clients. 3 mois. Ça durait depuis 3 mois. J'ai créé des dossiers sur un disque dur chiffré. Des captures d'écran de chaque message. Des photos des reçus d'hôtel que j'avais trouvés et pris en photo. Des données GPS montrant ses habitudes de déplacement. Des journaux d'appel révélant des conversations téléphoniques d'1 heure avec Marc pendant ses pauses déjeuner. J'ai même découvert leur stratagème. Marc réservait la chambre sur le compte de son entreprise. Il se retrouvait après le travail. Elle désactivait son partage de localisation en prétendant que son téléphone dysfonctionnait. Ils passaient des heures ensemble. Puis elle rentrait à la maison avec moi, prenait une douche et se glissait dans le lit comme si de rien n'était. Le jeudi soir, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Un dossier complet sur sa liaison, avec des dates, des heures, des messages et des preuves photographiques. Mais je ne l'ai pas confrontée. Pas encore, car l'anniversaire de Sophie tombait le samedi suivant. Elle préparait un dîner depuis des semaines. Invitant tous ses amis, ses parents, sa sœur. Elle avait réservé un salon privé dans un restaurant huppé du centre-ville. Elle voulait célébrer ses 32 ans en beauté, et j'allais m'assurer que ce soit un anniversaire qu'elle n'oublierait jamais. Le vendredi matin a commencé comme n'importe quel autre, mais c'était le jour que j'avais réservé pour le règlement de compte financier. Alors que Sophie me considérait comme un architecte talentueux mais passif qui la laissait gérer la plupart de nos décisions financières, elle avait oublié un détail crucial. C'était moi qui avais ouvert tous nos comptes il y a 6 ans. J'ai pris un jour de congé et j'ai conduit jusqu'à notre banque. Au fil des ans, Sophie et moi avions constitué un pécule confortable. Notre compte d'épargne commun contenait 80 040 € provenant de primes, de cadeaux et d'économies rigoureuses. Notre portefeuille d'investissement s'élevait à 110 400 € supplémentaires. La maison était à nos 2 noms avec une valeur nette importante. J'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant en examinant nos relevés. Sophie avait pris une carte de crédit dont j'ignorais l'existence il y a 6 mois. Les relevés étaient envoyés sur son adresse email professionnelle. J'en ai demandé des copies. Les dépenses racontaient leur propre histoire. De la lingerie provenant de boutiques où je ne l'avais jamais vu faire des achats. Des dîners coûteux dans des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble. Un week-end dans une chambre d'hôte sur la route des vins. Pendant un week-end où elle m'avait dit être à un séminaire de travail obligatoire. Elle avait dépensé plus de 13 800 € pour sa liaison. En pensant que je ne le remarquerais jamais parce qu'elle utilisait une carte séparée. Le cabinet de mon avocat fut ma prochaine étape. J'avais appelé à l'avance et expliqué que je devais examiner mes options. Maître Richard Dubois s'était occupé de la signature de l'acte de vente de notre maison et avait toujours été une personne de confiance. Maxime, je dois vous poser la question, êtes-vous absolument sûr de ça ? A demandé Richard après que j'ai tout exposé. Une thérapie de couple pourrait. Elle me trompe depuis au moins 3 mois, probablement plus, les jeux interrompus. J'ai des preuves documentées d'une liaison en cours. La thérapie ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de me protéger. Richard a hoché la tête lentement. Très bien, dans ce cas. Voici ce que vous devez savoir. Pendant l'heure qui a suivi, il m'a expliqué le droit du divorce français et le régime de la communauté réduite aux acquêts. Tout ce qui avait été acquis pendant le mariage serait divisé à 50-50e, à moins que nous puissions prouver la dilapidation des biens. Les frais de carte de crédit, a-t-il expliqué, pourrait être considéré comme une dilapidation, utiliser les fonds du ménage pour une liaison extra-conjugale. Si vous pouvez prouver qu'elle a dépensé l'argent du couple pour sa liaison, vous pourriez avoir droit à une part plus importante des biens, a expliqué Richard. Mais Maxime, êtes-vous sûr de vouloir employer la méthode forte ? Ces situations peuvent devenir très laides. J'ai repensé à la main de Sophie dans la mienne au brunch. Ces mensonges livrés avec le sourire. 3 mois de trahison alors que j'avais été fidèle et confiant. C'est elle qui a employé la méthode forte en premier, ai-je dit calmement. Je ne fais que répondre proportionnellement. Le vendredi soir, j'avais tout mis en place. Mon argent était protégé. J'avais documenté les dépenses de carte de crédit et je les avais reliées à sa liaison. Des reçus de l'hôtel Bellevue,
des factures de restaurants à des dates qui correspondaient à ces données de localisation près de l'immeuble de Marc. Des achats de lingerie effectués la veille de ses visites à l'hôtel. J'avais aussi fait autre chose. J'avais engagé un détective privé. Le cabinet Girard et Associés m'avait été chaudement recommandé pour sa discrétion et sa minutie. Pour 2300 €, ils avaient passé les 3 derniers jours à suivre Sophie et Marc, documentant tout avec des photos et des vidéos. Le détective privé, un ancien flic nommé René Girard, m'a envoyé les fichiers le vendredi soir. Les photos étaient accablantes. Sophie et Marc se retrouvant dans le hall de l'hôtel, la main de ce dernier dans le bas de son dos. Tous les deux s'embrassant dans l'ascenseur, entrant ensemble dans la chambre 847. Marc partant seul à 23 h. Sophie sortant 30 minutes plus tard, rajustant ses vêtements. Mais la vidéo était encore pire. René avait utilisé un microphone parabolique dans le bar de l'hôtel où il s'était retrouvé avant de monter. Le son était d'une clarté absolue. « Quand est-ce que tu vas lui dire ?» a demandé Marc. Le rire de Sophie était amer. « Le dire à Maxime ? Je t'en prie. Il est confortable. Pourquoi ferais-je exploser ma vie quand je peux avoir les deux ? Il est stable, fiable. Ennuyeux, a répondu Marc. J'allais dire sûr. Tu es l'excitation. Il est la sécurité. Je ne renoncerai à aucun des deux. J'ai passé cette vidéo 3 fois, chaque visionnage m'anesthésiant un peu plus. Ce n'était pas seulement une liaison. Elle l'avait calculé. Elle avait décidé que je valais la peine d'être gardé pour la stabilité pendant qu'elle s'offrait des frissons ailleurs. Ce soir-là, Sophie est rentrée d'une énième réunion tardive et m'a trouvé sur le canapé en train de regarder un film. « Salut chérie, demain c'est le grand jour. » Elle était rayonnante, excitée. Je n'arrive pas à croire que tout le monde vient à ma fête. Ça va être parfait. Ça sera certainement mémorable, ai-je approuvé. Elle a embrassé ma joue. Je vais me coucher. Grosse journée demain. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ai-je dit machinalement. Après qu'elle fut montée, j'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois. J'avais travaillé sur un projet spécial toute la semaine. Un diaporama. Je l'avais intitulé « Les nuits où tu disais que tu travaillais ». C'était une chronologie visuelle exhaustive de la liaison de Sophie, avec des captures d'écran de textos, des photos du détective privé, des cartes de données de localisation et même des extraits de cet enregistrement dévastateur. Demain, lors de son dîner d'anniversaire, devant ses parents, sa sœur, ses amis, tous les gens à qui elle avait menti pendant des mois. Ils allaient voir exactement qui était vraiment Sophie. Mon doigt a hésité au-dessus du bouton enregistrer. C'était le point de non-retour. Une fois que j'aurais fait ça, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Notre mariage serait terminé. Notre vie commune imploserait. Mais ensuite, je me suis rappelé ces mots. Il est stable, fiable, ennuyeux. Il est la sécurité. J'ai enregistré le fichier et j'ai commencé à le copier sur une clé USB. Certains disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. J'étais sur le point de la servir à la température parfaite. Le samedi est arrivé avec une normalité trompeuse. Sophie rayonnait d'excitation, virevoltant dans la maison en peignoir, parlant au téléphone avec le restaurant pour confirmer la réservation tout en envoyant simultanément des textos à ses invités. 23 personnes ont confirmé, a-t-elle annoncé en m'embrassant pendant que je préparais le petit déjeuner. Ça va être incroyable. Merci d'être d'un tel soutien, bébé. Tout pour toi, ai-je dit, et je le pensais d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Elle a disparu dans la chambre pour entamer le processus interminable de sa préparation. J'ai entendu le sèche-cheveux, j'ai senti son parfum onéreux, je l'ai écouté chanter sur de la musique. Elle n'avait aucune idée que, dans quelques heures, ce bonheur se briserait en 1 million de morceaux. J'ai passé la matinée à faire les derniers préparatifs. J'avais appelé le restaurant la veille et parlé avec le gérant, Damien, à qui j'avais laissé un généreux pourboire pour sa coopération. Alors, vous voulez projeter un diaporama pendant le dîner, avait-il confirmé. C'est assez courant pour les anniversaires, en fait. Nous avons un système de projection dans le salon privé. Parfait. Je l'apporterai sur une clé USB. Pourrons-nous l'installer avant l'arrivée des invités? Absolument. Nous ferons le nécessaire. J'ai également passé un dernier appel à la femme de Marc Beaumont, Élise. Cela avait été la décision la plus difficile,
mais j'avais finalement décidé qu'elle méritait de savoir. Sa vie était aussi bâtie sur des mensonges. Madame Beaumont, vous ne me connaissez pas, mais j'ai des informations concernant votre mari que vous devez voir. Pourrions-nous nous rencontrer pour prendre un café ce matin? Il y avait eu de la résistance au début, de la méfiance, mais quelque chose dans ma voix avait dû la convaincre car, 90 minutes plus tard, j'étais assis en face d'Élise Beaumont dans un Columbus Café à 20 minutes de chez moi. Elle était belle, blonde, soignée, et avait probablement environ 40 ans. Elle m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et de lassitude. Je vais être direct, ai-je dit en faisant glisser une enveloppe sur la table. Votre mari a une liaison avec ma femme. Cela dure depuis au moins 3 mois. Cette enveloppe contient des preuves. Son visage a blêmi. Quoi? Non. Marc ne ferait pas ça. S'il vous plaît, regardez les preuves avant de les rejeter. Les mains tremblantes, elle a ouvert l'enveloppe. J'avais inclus des captures d'écran imprimées des messages, des photos du détective privé, des copies des reçus d'hôtel. J'ai regardé son visage se décomposer à mesure qu'elle examinait chaque pièce à conviction, la réalité écrasant son déni initial. Je suis vraiment désolé, ai-je dit doucement. J'ai hésité à vous le dire. Mais j'ai pensé que vous méritiez de le savoir. Ma femme organise une fête d'anniversaire ce soir au restaurant Le Saint-Honoré à 19h. Dans un salon privé. J'ai l'intention d'y révéler sa liaison. Je voulais que vous le sachiez au cas où. Au cas où vous voudriez faire quelque chose de cette information. Elle a levé les yeux vers moi, des larmes coulant sur son visage, mais il y avait une lueur d'acier dans son regard maintenant. À quelle heure avez-vous dit? 19h. Au Saint-Honoré, en centre-ville. Elle a hoché la tête lentement, replaçant soigneusement les photos dans l'enveloppe. Merci de me l'avoir dit. J'ai besoin de réfléchir à ce que je vais faire. Nous nous sommes séparés, 2 étrangers unis par la trahison. À 18h, j'étais vêtu de mon plus beau costume, ma clé USB dans la poche. Sophie était éblouissante dans une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel. Nous sommes arrivés au Saint-Honoré à 18h30 pour accueillir les invités. Le salon privé était magnifique. Des murs en briques apparentes, un éclairage tamisé, une table élégante dressée pour 23 personnes. Et tout au fond, un écran de projection et un système audio pour la fameuse vidéo d'hommage dont j'avais parlé au restaurant. Damien, le gérant, a croisé mon regard et a hoché la tête. Tout était prêt. Les invités ont commencé à arriver. Les parents de Sophie, l'air fiers, sa sœur Camille avec son mari, des amis du travail, sa colocataire de l'université qui avait pris l'avion depuis Nice. Tout le monde souriait, riait, serrait Sophie dans ses bras et lui souhaitait un bon anniversaire. J'ai joué le mari parfait, serrant des mains, acceptant les compliments sur le fait que Sophie et moi formions un couple merveilleux. À l'intérieur, mon cœur battait comme un tambour de guerre. À 19h15, tout le monde était assis. Les boissons avaient été commandées. L'atmosphère était festive et chaleureuse. Sophie rayonnait en bout de table, sa mère d'un côté, sa meilleure amie de l'autre. C'est alors que la porte du salon privé s'est ouverte une fois de plus. Élise Beaumont est entrée, et pas seule. Marc était avec elle, ou plutôt, elle le traînait par le bras, le visage figé dans un masque de fureur glaciale. Le silence s'est fait dans la pièce alors que les têtes se tournaient vers ses invités inattendus. Je suis désolé de vous interrompre, a dit Élise, la voix tremblante mais claire. Mais je crois qu'il y a quelque chose que tout le monde ici doit savoir. Le visage de Sophie a blêmi. Elle a regardé Marc, puis elle m'a regardé. J'ai vu le moment précis où elle a compris. Maxime. Elle a commencé à se lever. Assieds-toi, Sophie, ai-je dit calmement. Tout le monde, s'il vous plaît. Je sais que c'est inattendu, mais j'ai quelque chose à partager. J'allais attendre la fin du dîner, mais puisque nous avons des invités surprises, faisons-le maintenant. Je me suis dirigé vers le devant de la pièce et j'ai fait un signe de tête à Damien. Les lumières se sont légèrement tamisées. L'écran de projection s'est animé. J'ai préparé une vidéo en hommage à l'anniversaire de Sophie, ai-je annoncé à l'assemblée. Elle s'intitule Les nuits où tu disais que tu travaillais. J'ai appuyé sur lecture. Le diaporama a commencé par une photo de mariage de Sophie et moi, heureux et amoureux. Puis, l'écran a changé pour afficher la capture d'écran d'un texto datant d'il y a 3 mois. J'ai hâte de te voir ce soir.
À l'endroit habituel. Des halètements ont parcouru la pièce. La mère de Sophie a poussé un petit cri de détresse. Le diaporama a continué, méthodique et dévastateur. Des captures d'écran de messages de plus en plus explicites entre Sophie et Marc. Des photos du détective privé les montrant en train d'entrer ensemble dans l'hôtel. Des cartes de données de localisation montrant le téléphone de Sophie à l'hôtel Bellevue chaque mardi et jeudi. Des relevés de cartes de crédit soulignant les dépenses en lingerie, hôtel et dîner romantiques. Puis est venu l'enregistrement audio. La voix de Sophie a rempli la pièce, d'une netteté absolue. Le dire à Maxime ? Je t'en prie. Il est confortable. Pourquoi ferais-je exploser ma vie quand je peux avoir les deux ? Il est stable, fiable. La voix de Marc, ennuyeux, Sophie. J'allais dire sûr. Tu es l'excitation. Il est la sécurité. Je ne renoncerai à aucun des deux. La dernière diapositive était simple. Joyeux anniversaire, Sophie. Je veux le divorce. Le silence qui a suivi était assourdissant. 23 personnes étaient assises, pétrifiées, leurs visages affichant diverses nuances de choc, d'horreur et de pitié. Sophie était debout maintenant, des larmes coulant sur son visage, la bouche s'ouvrant et se fermant, mais aucun mot n'en sortait. Son père a été le premier à parler, la voix lourde de déception. Sophie, comment as-tu pu ? Papa, Ce n'est pas. Il déforme les choses. Elle m'a pointé du doigt, désespérée. Maxime, je t'en prie. On peut en parler en privé. Nous avons dépassé le stade des conversations privées, ai-je dit calmement. Tu as eu 3 mois pour m'en parler, 3 mois pour me dire la vérité. Au lieu de cela, tu as menti tous les jours en dépensant notre argent dans des chambres d'hôtel et en me traitant d'ennuyeux devant ton amant. Marc avait essayé de partir, mais Élise lui barrait la route. Oh non, a-t-elle dit d'une voix forte. Tu vas rester et regarder ça. Tu vas voir ce que tu as détruit. Élise, laisse-moi t'expliquer, a commencé Marc. M'expliquer. Le rire d'Élise était assez perçant pour couper du verre. M'expliquer comment tu m'as dit que tu étais à des conférences professionnelles pendant que tu la baisais. M'expliquer comment tu as utilisé l'argent de notre famille pour louer des chambres d'hôtel. Je t'en prie, Marc, je meurs d'envie d'entendre cette explication. La sœur de Sophie, Camille, s'est levée, le visage rouge de colère. Sophie, je t'ai couverte. Tu m'as dit que tu étais au club de lecture chez moi, et je t'ai cru. J'ai menti à Maxime quand il a appelé ce soir-là. Comment as-tu pu m'impliquer là-dedans ? Camille, je t'en prie. Non. La voix de Camille s'est brisée. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai menti pour toi. Est-ce que tu sais ce que ça me fait ressentir ? La mère de Sophie pleurait silencieusement. Sa colocataire d'université avait déjà rassemblé ses affaires et était partie. D'autres sortaient leur téléphone, envoyant probablement des textos à des amis au sujet de l'implosion dramatique à laquelle il assistait. L'une des collègues de Sophie, une femme nommée Béatrice, s'est levée et s'est adressée à l'assemblée. Je veux juste dire que nous savions tous qu'il se passait quelque chose entre Sophie et Marc au bureau. Nous nous en doutions mais n'avions pas de preuves. Maintenant, j'aurais aimé dire quelque chose. Elle m'a regardé. Je suis désolé, Maxime. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit. Le gérant du restaurant, sentant que la situation se détériorait, s'est avancé. Peut-être serait-il préférable que tout le monde prenne un instant. Non, les jeux interrompus doucement. En fait, je crois que j'en ai terminé ici. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai regardé Sophie. Je l'ai vraiment regardée et je n'ai ressenti que du vide là où se trouvait autrefois l'amour. Mon avocat te contactera lundi matin. Ne reviens pas à la maison. Tes affaires seront emballées et transférées dans un garde-meuble. Les serrures seront changées ce soir. Maxime, je t'en prie. Sophie sanglotait maintenant. Son mascara coulait sur son visage. J'ai fait une erreur. Je t'aime. On peut arranger ça. Tu ne m'aimes pas, ai-je dit doucement. Tu aimes avoir une sécurité pendant que tu t'amuses. Mais je ne suis pas un filet de sécurité. Je suis une personne et je mérite mieux que ça. Je me suis dirigé vers la porte. Le père de Sophie a attrapé mon bras alors que je passais. Je suis désolé, mon garçon, a-t-il dit, les yeux humides. Tu méritais mieux que ce que ma fille t'a fait.
Merci, monsieur. Élise Beaumont s'est approchée de moi alors que j'atteignais la sortie. Merci de me l'avoir dit. Je demande le divorce, moi aussi. Et je vais m'assurer que tout le monde dans l'entreprise de Marc sache exactement pourquoi. J'ai hoché la tête. Bonne chance. Je suis sorti du restaurant Le Saint-Honoré et je me suis retrouvé dans la fraîcheur de l'air du soir. Derrière moi, je pouvais entendre des cris, des pleurs, le chaos. Mais j'ai continué à marcher, je suis monté dans ma voiture et je me suis éloigné des ruines de mon mariage. 3 mois plus tard, un mardi, le divorce a été prononcé. Sophie s'y est d'abord opposée, puis a essayé de négocier pour obtenir plus d'argent, pour finalement accepter l'inévitable. Les dépenses de carte de crédit que j'avais documentées comme dilapidation des biens m'ont permis d'obtenir une part plus importante de nos économies. La maison a été vendue et nous avons partagé les bénéfices. Sophie a perdu son emploi dans sa start-up technologique, non pas à cause de sa liaison avec Marc de manière officielle, mais parce que ce drame avait rendu sa position intenable. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé dans une autre région pour tout recommencer. Le divorce de Marc et Élise a été plus mouvementé. Elle a obtenu la garde principale de leurs enfants et la majeure partie de leurs biens. Marc a été rétrogradé dans son entreprise après que sa liaison a été rendue publique. Il s'est avéré que coucher avec les employés de ses clients tout en utilisant les ressources de l'entreprise n'était pas génial pour sa carrière. Quant à moi, j'ai emménagé dans un loft en centre-ville avec des briques apparentées d'immenses fenêtres. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail et j'ai été promu architecte principal. Je me suis mis au sport, j'ai pris la photographie comme passe-temps, et j'ai même essayé de faire de nouvelles rencontres, bien que je prenne mon temps. Certains m'ont demandé si je regrettais la nature publique de ma vengeance, si j'aurais souhaité m'y prendre autrement. À vrai dire, certains soirs, je me demandais si j'avais été trop dur, si j'avais laissé la colère me pousser à la cruauté, mais ensuite, je me souvenais de cet instant où j'étais assis dans notre salon plongé dans le noir, à 2 heures du matin. En lisant son mensonge où elle disait être chez des amis alors qu'elle était dans un hôtel avec un autre homme. Je me rappelais l'enregistrement où elle me traitait d'ennuyeux, parlant de moi comme si j'étais un appareil électroménager bien pratique plutôt que son mari. Et je me rappelais une chose que mon père m'avait dite un jour. Le respect de soi ne consiste pas à être gentil. Il s'agit de connaître sa valeur et de refuser d'accepter moins. Je n'avais pas détruit la vie de Sophie par vengeance. J'avais simplement refusé d'être traité comme une option confortable pendant qu'elle explorait d'autres opportunités. J'avais refusé d'être le choix par défaut de quelqu'un qui ne m'estimait pas. Le diaporama à sa fête d'anniversaire n'était pas une question d'humiliation. C'était une question de vérité. Elle avait bâti une vie sur des mensonges et je n'avais fait qu'allumer la lumière. Est-ce que ça a fait mal? Mon Dieu, oui. Certains jours, la femme que je croyais avoir épousée me manquait encore, même si je savais maintenant qu'elle n'avait jamais vraiment existé. Mais j'avais aussi appris une chose précieuse. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de partir avec votre dignité intacte. Parfois, la vengeance n'est pas une question de punition. C'est le refus d'être rabaissé. Le jour où notre divorce a été prononcé, j'ai reçu un texto de Sophie. Juste 2 mots. Je regrette. Je l'ai lu, je n'ai rien ressenti, et je l'ai supprimé sans répondre. Parce que certaines excuses arrivent trop tard. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Et parfois, la meilleure vengeance est tout simplement de bien vivre sans la personne qui vous considérait comme acquis. J'ai regardé les lumières de la ville par les fenêtres de mon loft, je me suis servi un verre de whisky, et j'ai porté un toast au nouveau départ. Le passé était derrière moi, et pour la première fois depuis des mois, l'avenir s'annonçait radieux.